Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ipsos? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie dont on a parlé il y a quelques mois, il y a plusieurs mois ici, notamment sur la vidéo il y a 8 mois. D'accord? Quand on faisait des vidéos combinées ici avec Ipsos et Colruyt. Donc, les deux entreprises nous plaisaient bien. Et je n'ai pas oublié sur Colruyt, il faut que je retourne un tout petit peu. Mais Colruyt, je voudrais un tout petit peu lire les rapports financiers. Vous savez que ça peut pas me prendre, ça me prend pas 2 minutes. Ça me prend pas, voilà, 30 minutes ou 2 minutes, d'accord? Donc, ça me prend quelques heures. Donc, il faut bien que je m'asseye pour lire à peu près qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là. OK? Donc, n'oubliez pas également que sur Ipsos, on va se baser sur les états financiers et que sur la dernière vidéo, l'entreprise nous plaisait déjà. On avait un objectif avec à peu près 150 millions ici de bénéfices nets multipliés par... Enfin, on avait pris des bénéfices nets de 7% ici, ce qui représentait à peu près 150 millions, avec à peu près aux alentours ici de 15 fois les bénéfices, moins la dette nette qui était à peu près aux alentours de 288 millions. On avait une valorisation aux alentours de 45 euros par là. De toutes les façons, le prix était intéressant. D'accord? Du point de vue, voilà, par rapport au prix d'acquisition, le prix était intéressant et que l'entreprise avait des marges même plus élevées, pouvait avoir des marges bien plus élevées que ça. Et que si elle avait des marges plus élevées que ça, on pourrait avoir une meilleure opportunité d'investissement. D'accord? Donc, à la limite, on était déjà correctement évalué et c'était à 15 fois les bénéfices. Et je vous ai rappelé que 15 fois les bénéfices pour ce genre de business-ci, c'est quand même limite et que j'espérais qu'on rachète des actions ou bien des dividendes, etc. Bon, bref. Ipsos, quelques mois plus tard, on était déjà on est aux alentours de 60 euros ici. Donc, la différence entre la fois où on a fait la vidéo aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de combien? Ça fait à peu près, techniquement, on est à peu près à 33%. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, donc, l'opportunité est toujours là? D'accord? Donc, est-ce que ce que je vais faire ici, c'est surtout regarder les nouveaux éléments financiers qu'on a présentement, donc le revenu, la marge, etc. OK? Donc, revenu. En termes de revenus, ici, l'année, en 2022, on a une très belle année 2022. Et comme je l'ai toujours dit ici, c'est bien, mais pourquoi? C'est la question à laquelle il va falloir répondre en lisant les rapports financiers. Donc, le revenu ici est croissant, on aime ça, ok? Donc, on a des revenus bien plus élevés qu'en 2021. Oui, revenus bien croissants, etc., mais est-ce que les marges ont suivi? Donc, les marges ont suivi, oui, on a des marges brutes bien plus élevées que précédemment. Pourquoi? J'ai un peu survolé ici, il y a eu un effet prix, donc on a une légère augmentation des prix ici. Également, j'ai vu que, voilà, par rapport aux commandes issues du Covid ici, donc je pense ici, comment on appelle encore ça? C'est un bureau ici de, j'oublie généralement le nom, qu'est-ce qu'ils font réellement ici? Tout ce qui concerne la prise des opinions ici, etc. Donc, voilà. Ipsos est une entreprise de sondage français, est une société internationale de marketing d'opinion. Ok, donc justement, tout ce qui était marketing d'opinion pour le Covid ici, c'était des choses qui n'avaient pas des marges assez élevées. Donc oui, les volumes étaient là, mais les marges n'étaient pas assez élevées. Donc en 2023 ici, on retourne à peu près à nos cœurs de métier avec voilà, des marges bien plus élevées. D'accord? Donc on voit ici qu'on est à peu près aux alentours de 66%. On n'a jamais eu ces marges-là. Et ce qui m'intéresse sur Ipsos, regardez. Nous avons une entreprise qui augmente ses marges année après année. Les marges brutes augmentent année après année. D'accord? Donc, on voit ici que jusqu'en 2013, on a eu une stagnation. On a augmenté 2016, 2018. On a une stagnation 2019, 2020, 2020, 2021 ici. Et boum, à partir de 2022, la croissance a repris. Mais avant ça, elle était déjà présente. OK, ça, c'est la marge brute. Maintenant, j'aimerais bien aller regarder la marge EBITDA ici pour voir enfin, la marge EBIT, on va le faire comme ça. Donc, vous voyez que la marge EBIT également se traduit par l'augmentation de la marge EBIT ici, donc la marge opérationnelle. OK? Donc, pourquoi est-ce que je prends l'EBITDA ici? C'est parce que l'EBITDA peut être influencé ici par la dépréciation et amortissement. Enfin, ça élimine l'influence de la dépréciation et amortissement ici que nous avons au niveau de l'EBIT. OK? Donc, histoire de voir à peu près comment est-ce que à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a à peu près les mêmes variations. OK? Donc, vous constatez ici que les dépenses opérationnelles ont augmenté à cette période-ci, malgré le fait que les marges brutes sont à peu près stables, les dépenses opérationnelles avaient augmenté. Donc ici, on a quelque chose de bien plus élevé que d'habitude. On n'a jamais eu des marges pareilles. Et c'est donc ça le cœur de notre analyse aujourd'hui. Le problème, c'est lequel? Nous voulons savoir, donc en lisant les rapports financiers, est-ce que les marges vont avoir tendance à rester à ce niveau? OK? Donc en date d'aujourd'hui, si on prend les marges nettes actuelles, nous avons une entreprise qui a des marges nettes aux alentours de 8% par là. OK? Si je les prends trimestriellement, vous voyez ici que le trimestre ici du mois de septembre, le trimestre ici, le troisième et le quatrième trimestre sont généralement les trimestres qui ont les marges les plus élevées. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? À partir de 2020,
Vous voyez ici que premier trimestre, troisième, quatrième trimestre, premier trimestre 2021, les marges ont augmenté, on était déjà à 2000, on était à peu près à 7%, alors que d'habitude, on était, sur les 20 dernières années, on était à du 5, nous étions à peu près à du 5% en moyenne. Sur les 10 dernières années, on se retrouve à 7,40%, sur les 5 dernières années, 7,72%, sur les 3 dernières années, 8,66%. Donc les marges sont de plus en plus élevées. Maintenant, est-ce que ces marges-là vont être durables? C'est la question qu'on doit se poser. En termes de, en yearly, ici, on a des marges de 8,95 et on s'attend plutôt à une augmentation. Quand on regarde à peu près les revenus attendus en 2023, les revenus attendus en 2026, ainsi que les bénéfices nets attendus en 2026. Et je vous rappelle que cette compagnie-ci a généralement des marges de free cash flow plus élevées que les net income. Donc, aujourd'hui, il va falloir que j'ajuste les marges en conséquence. Donc, je vais prendre des marges de 8% ici. On a des marges bien plus élevées que ça. OK? Donc, faites attention. Et la raison pour laquelle je ne prends pas des marges d'aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais, en lisant les rapports financiers, avoir l'information selon laquelle ces marges-là vont être durables. OK? Donc, ça pourrait être bien plus élevé que ça. Donc, si on prend juste des marges de 8%, comme je le disais tantôt, et ça va me permettre ici d'expliquer une chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé, et c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question, et ça ne me dérange pas d'y répondre une deuxième fois, la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour présenter deux graphiques en un. D'accord? Donc, quand j'ai deux tableaux séparés comme ça, comment est-ce que je peux les faire remonter? C'est simple. Premièrement, il faut vérifier si ceci est activé. D'accord? Donc, si je cache la légende, je ne peux pas faire remonter l'information, le deuxième tableau ici. OK? Si je clique dessus, boum, j'ai ce document, j'ai cette information-ci. D'accord? Et à partir de là, je clique juste sur cet élément-ci, Merge to Above, je clique dessus, ou bien je peux mettre sur Merge to Below. Donc, fusionner avec le dessus, ou bien fusionner avec le dessous. C'est la même chose. Je peux juste faire comme ça, d'accord? Et reséparer, ou bien faire comme ça. D'accord? Donc, c'est comme ça à peu près qu'on fait. So, je reviens sur la vidéo. Les marges que je vais prendre ici aujourd'hui, comme je disais tantôt, elles sont bien plus élevées en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je prends ceci. Les revenus attendus, je vais regarder les revenus attendus en 2023, donc cette année-ci. On s'attend à des revenus de combien? Donc ici, on s'attend à des revenus à peu près aux alentours de 2 milliards 500. D'accord? Et en 2028, je vais juste voir, en 2026, on s'attend à des revenus de combien? Toujours en termes de prévision, hein, attention. On s'attend à quelque chose aux alentours de 2 milliards, à peu près aux alentours de 2 milliards 850. OK? Donc, on s'attend à une certaine croissance sur les 3 prochaines années au moins. Je vais prendre d'abord mon 2 milliards 500 attendu cette année-ci. D'accord? Donc, 2 milliards, c'est combien? 2 milliards 500. Donc, je le fais ici à vue d'œil vraiment. Hein. Donc, s'il vous plaît. Donc, l'ajustement ici, vous pouvez le faire en conséquence. 2 milliards 510. 2 milliards 510 multiplié par 8% de marge bénéficiaire. Ça fait 200 millions. 200 millions divisé par la capitalisation boursière actuelle. 2 milliards 660 divisé par 2 milliards 680 plutôt. Nous avons un rendement de combien? 7,49%. Donc, au prix actuel, le rendement de cette compagnie-ci est élevé. OK? So, on pourrait se dire ici qu'on a une opportunité d'investissement, mais n'oubliez pas, nous avons une entreprise ici qui s'échange à des PER très peu élevés. Et si je remets de cette façon, si j'analyse la compagnie d'une autre façon, donc en faisant ceci, le price, ça reste la même chose, hein, to earning, d'accord? La médiane du price to earning ici est de combien? Nous avons à peu près 13 fois les bénéfices. Non, sur les 10 dernières années, nous avons 11,40 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 13,5 fois les bénéfices. Et je vous ai dit ici que cette compagnie-ci ne devrait pas s'échanger à ces PER-là. Ça n'a pas de sens. Elle est régulièrement sous-évaluée. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas une grosse croissance ou bien le business model de cette entreprise-ci est menacé? Point d'interrogation. Mais franchement, je ne me vois pas encore de payer judicieusement ici disons 13 fois les bénéfices et me dire que voilà, l'entreprise est surévaluée. Je pense que c'est une entreprise qui peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 15 fois les bénéfices. Donc, très optimiste. D'accord? 200 millions, dont le 200 millions, le 8% ici du revenu attendu l'année prochaine. Donc, multiplié par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette.
la dette nette prise sur Coifin, hein, parce que c'est la dette nette si bien, bien moins élevée que ça, si ça ne prend pas en considération les loyers. Je ne sais pas si cette dette nette-ci prend en considération les loyers ou pas, mais je vous laisse aller voir dans les rapports financiers. Moins 200 millions, donc enfin 201 millions, moins 201, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions actuellement, nous avons combien? Nous avons à peu près aux alentours de 45,40 et j'espère qu'elle rachète ses actions. C'est également l'occasion pour moi ici de vous dire que si vous voulez aller plus loin, nous avons le service Top Premium où nous présentons généralement des analyses quantitatives comme celle qu'on a en fait présentement ici aujourd'hui. Et je vous présente 2 notes d'analyse par mois, notamment justement pour les entreprises nord-américaines essentiellement parce que j'ai un intéressement fiscal à partir de ce niveau-là et ça me permet de gagner du temps, m'intéresser uniquement à des entreprises sur lesquelles je pourrais investir moi-même. Donc, 2 notes d'analyse basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on vous promet un quelconque rendement, on débat. Donc, vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on y répond. Donc, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes. Et pour tous ceux qui s'abonnent à la Top Newsletter ou bien qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas le 5 étoiles. Et en supplément de ça, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la Top Newsletter, sachez que vous recevez les analyses sectorielles comme celle qu'on a reçue dernièrement ici. Et je vous ai envoyé dernièrement la vidéo, enfin aujourd'hui la vidéo qu'on a, la note d'analyse de Lockheed Martin qu'on a lu dernièrement sur la chaîne ici. Et dans quelques jours, vous allez, peut-être demain, vous allez recevoir quelque chose concernant Verizon ou bien AT&T. Et vous savez qu'on a déjà parlé de ces 2 entités-là, c'est la raison pour laquelle je vous le partage encore. Comme je le disais tantôt, sur la Top Newsletter, les notes d'analyse qui ont déjà été partagées précédemment vont continuer à être faites ici, afin que vous puissiez voir à peu près comment est-ce que ça se présente sur le service Top Premium quand on prend en considération uniquement les entreprises qui nous intéressent. Je ne dis pas que Verizon ou AT&T ne sont pas intéressantes, elles sont très intéressantes. Et on en a déjà parlé, d'accord? Donc, je suis en train de terminer la lecture des rapports financiers ici de Verizon et AT&T. Et pour le moment, voilà, on est à peu près sur le même... On garde à peu près le même cap que sur la dernière vidéo. Ça sera à peu près le même enthousiasme. On est toujours confiant par rapport à l'avenir de ces 2 entités-là. Même si certains ont peur, etc. Moi, j'aime ces 2 entreprises. Et la dernière fois, on en a parlé assez longtemps. Et je vous ai expliqué quel était mon raisonnement derrière. OK? Donc, ce n'est pas un raisonnement basé uniquement sur les chiffres. On a creusé. OK? C'est ce que vous avez généralement sur la Top Newsletter, sur le service Top Premium, uniquement pour les entreprises qui nous intéressent. OK? N'oubliez pas également que c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne, parce que le prix tantôt affiché est juste modique et c'est à l'année. OK? En termes d'évaluation, vu qu'on a 45,40, je divise ici par 45,4. Ça me donne 62 euros par là. D'accord? Donc, attention. Ce qui veut dire que au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée, même quand on prend en considération les marges de 8%. Et quand on les prend ici en termes de rendement, je vous ai également montré que c'est une entreprise qui peut vous reverser jusqu'à 7% de dividendes. D'accord? Si elle le veut. Donc, c'est une entreprise qui devrait racheter ses actions. Et quand je vois une opportunité comme ça, une entreprise qui a l'habitude de s'échanger à des PER très peu élevés, la question que je me pose, c'est mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que le management ne rachète pas ses actions? Parce que c'est clairement quelque chose qu'elle devrait faire. Parce qu'en termes de dividendes, c'est assez léger. Mais je vois également qu'elle avait une énorme dette ici, qu'elle a diminué. Donc, entre 2018 et aujourd'hui, la dette a été diminuée. La dette ici a été diminuée à peu près de... Voilà, on a à peu près 3/4 de la dette à peu près sur une période ici de... Disons, on était à peu près cette période-là. En l'espace ici de 3 ans, on a payé 3/4 de la dette. Après avoir repayé 3/4 de la dette ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va racheter des actions? Est-ce qu'on va augmenter le dividende? Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que les marges vont rester stables? Je pose cette question aussi parce que je sais que certaines personnes sont intéressées par Ipsos et à peu près si ça peut vous aider à lire, en lisant les rapports financiers, à aller chercher les bonnes réponses à ces questions-là, tant mieux. Mais il me semble que le business model de cette compagnie-ci est assez correct. Et encore, il faut aller regarder les risques. D'accord? Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on nous la présente ici aujourd'hui? Quel est le danger? OK? Pour moi, Ipsos reste toujours une entreprise assez intéressante. Comme la première fois, comme je l'ai dit la première fois, je ne peux pas judicieusement vous dire que l'entreprise est surévaluée. Elle est aujourd'hui correctement évaluée, à la limite même sous-évaluée, si on prend en considération l'augmentation et la pérennité des marges. Et si on prend également en considération le PER qu'on paye, parce que 15 fois les bénéfices, vaut mieux qu'une entreprise rachète ses actions parce que ça représente quelque chose d'assez intéressant. OK? N'oubliez pas également que je peux également me tromper. Et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Et n'oubliez pas, Colruyt, on en parlera, d'accord, pour nos amis belges
Et je pense toujours que nous avons une entreprise assez intéressante ici. Mais il faut que j'aille comprendre à peu près pourquoi est-ce qu'elle a pris la décision qu'elle a prise dernièrement. Ok, le fait de ne pas augmenter ses prix, etc. C'est très particulier. D'accord? Mais j'aime bien c'est une entreprise qui est bien. Elle va survivre. Donc ça, c'est pas un problème par rapport à ça. Donc on ira à peu près creuser. Et voilà, j'espère que je reviendrai avec une réponse par rapport à ce que moi j'ai compris. Ok, donc j'ai toujours envie d'aller un tout petit peu plus loin que ça. Et comme je l'ai dit, ça me demande un tout petit peu plus de temps. D'accord? Parce que faire des vidéos où on regarde les chiffres, etc., pour moi, voilà, c'est normal. Ok? Mais lire les rapports financiers, ça prend du temps comme tout le monde. Ok? Donc, pour ne pas dire des bêtises, vous savez que cette chaîne-ci, on aime rester le plus sérieux possible. Ok? So, Ipsos a creusé, intéressant au prix actuel, meilleur, enfin, si elle a des marges bien plus élevées dans le futur, tant mieux. On s'attend à du 300 millions en 2026. Si on arrive à avoir du 300 millions en 2026 par rapport au prix d'acquisition actuel, c'est ce que j'appelle généralement le free cash flow yield. C'est-à-dire que si moi je l'achète en date d'aujourd'hui, où on a encore et que j'ai considéré 200 millions comme free cash flow, admettons qu'en 2026, on a des free cash flow de 300 millions par rapport à mon prix d'acquisition actuel, mon rendement sur coût d'acquisition monte à 11%. Aujourd'hui, il est à 7,5%. Et si on monte à 300 millions, mon rendement sur coût d'acquisition est à 11%. C'est-à-dire que si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en 2026, en prenant en considération mon prix actuel et les bénéfices futurs, et donc les free cash flow aux bénéfices futurs, j'ai un rendement de 11%. C'est ce qui m'intéresse. OK? So, maintenant, à vous de prendre la décision finale, à vous d'aller lire les rapports financiers, mais ce que moi j'ai vu ici, intéressant. On augmente les marges, on baisse la dette, le dividende est stable, et vous savez que je ne suis pas un gars, je parle pas, pour moi le raisonnement issu uniquement sur le dividende, voilà, c'est vite fait, d'accord? Mais c'est surtout la pérennité du business qui m'intéresse. Parce qu'une entreprise qui augmente ses prix, qui augmente ses marges, prêtez attention, c'est intéressant. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.